Bonjour Jean-Marie Panazol. Bonjour. En quittant la direction de l'École supérieure de l'éducation nationale, enseignement supérieur et recherche, vous êtes depuis janvier dernier devenu directeur du réseau Canopé. Vous quittez donc une école de formation, certes, des cadres supérieurs de l'éducation, pour diriger une organisation qui se veut un réseau. Comment vivez-vous cette transition? Très bien, très bien. J'étais directeur de l'ESN-ESR depuis 4 ans et 10 mois. J'ai vécu de très très grands moments professionnels. J'ai porté des projets, j'ai développé l'activité de l'école. Vous le savez, je ne vais pas revenir sur cette... Et quand l'opportunité s'est présentée effectivement de cette transition finalement géographiquement courte, mais professionnellement parlant très significative, de prendre la tête d'un établissement public qui regroupe 1600 collaborateurs implantés sur l'ensemble du territoire national, métropolitain et ultramarin. Mais écoutez, j'ai très volontiers accepté cette proposition parce qu'il y avait un très très beau challenge à relever, qui était celui de la poursuite de la refondation engagée par Jean-Marc Mériot, poursuivie par Gilles Laspacette. Et donc j'ai assez peu hésité finalement à prendre ce poste. Lors de l'ouverture officielle des rencontres de l'Orme, saluant la présence de Jean-Marc Mériot, justement, devenu directeur du numérique éducatif, vous avez évoqué l'idée d'un changement dans la continuité. Est-ce que vous pourriez expliciter ces propos? Écoutez, je viens déjà quasiment de l'expliciter, mais le projet qui avait été engagé par Jean-Marc Mériot était d'abord un projet absolument d'une ambition, je veux dire, sans précédent dans l'histoire de la réorganisation administrative. Fusionner 31 établissements publics en un seul, redéfinir complètement la stratégie d'un opérateur qui était connu, le CDDP, le CRDP, pour être essentiellement un producteur de ressources papier, et qui s'est transformé en un producteur de ressources et de services orientés vers le numérique éducatif, et avec cette volonté d'en faire un acteur de pointe du changement du système éducatif. C'est une proposition qu'on ne peut pas refuser, et c'est une proposition qui, en plus, compte tenu de mon expérience professionnelle, était tellement en phase avec ce que je pensais être ou devoir une possibilité de transformation du système que j'ai bien sûr totalement adhéré, et je m'inscris dans le prolongement, et j'essaie de poursuivre l'œuvre engagée en développant le réseau, et en fondant toute la stratégie du réseau sur les objectifs qui avaient été fixés par Jean-Marc Mériot, dont le changement dans la continuité. Et qui plus est, voir arriver Jean-Marc Mériot à la tête de la DNE, la DNE étant un de nos partenaires privilégiés dans ce registre de la réflexion et de l'action sur le numérique éducatif comme vecteur de changement, d'une transformation du système éducatif, ne pouvait que me réjouir. En fait, retrouver Jean-Marc Mériot, ancien directeur général du réseau Canopé, sur un poste avec lequel vous allez être amené à travailler de façon très étroite, est-ce que c'est pas encore plus facile? Alors, déjà, autant dire quand même que nos relations avec la DNE ont toujours été denses, intenses et de grande qualité. Mais bien évidemment, l'arrivée de Jean-Marc Mériot particulièrement nous facilite les choses, parce qu'il connaît bien sûr parfaitement le réseau, il en connaît la stratégie, il en connaît la puissance, il en connaît toute l'opportunité. Donc, bien évidemment, il n'y a pas eu de période de transition, et nous avons pu continuer à conduire l'ensemble des projets que nous avions déjà engagés, et nous en avons d'autres à engager. Le contrat d'objectif et de performance du réseau Canopé que justement Jean-Marc Mériot avait signé avec le ministre de l'Éducation nationale doit être renouvelé en 2019. Est-ce un élément fort de votre mission? Déjà conduire à son terme ce premier contrat. C'est la première mission. Et nous allons avoir un comité de tutelle très prochainement. Nous allons pouvoir faire état des premiers éléments de réussite, je puis dire, sur 2017, même si l'année a été budgétairement difficile. Nous avons des indicateurs de COPERF, de contrat d'objectifs et de performance, qui sont très positifs et qui montrent qu'effectivement la transformation est en train de réussir. Et nous sommes en train d'atteindre les objectifs qui nous ont été fixés. Alors certes, contrat de 3 ans
nous sommes à mi-chemin, donc il ne faut pas effectivement considérer ni penser que nous avons atteint la totalité des objectifs. Attendons 2019 mais déjà les premiers résultats de 2017 sont très encourageants, et surtout les premiers résultats des premiers trimestres 2018 sont également très encourageants. Avec des indicateurs financiers qui sont satisfaisants? Avec des indicateurs financiers qui sont pour partie satisfaisants, puisque notamment la croissance des recettes propres qui sont fondées sur le renouvellement profond de l'offre de services aux enseignants, mais aussi aux collectivités, et un développement à l'international, marque véritablement, prouve d'une part que les choix étaient les bons, et que d'autre part, le réseau, c'est dans son ensemble. Les 110 ateliers et l'ensemble des collaborateurs du réseau se sont vraiment mobilisés, ont intégré ces objectifs, et le réseau est en ordre de bataille pour justement atteindre ces objectifs. Ça, c'est pour la partie recettes. Sur la partie modèle économique, c'est sur la partie dépenses, nous sommes là, je qualifierais que la situation du réseau est à mi-chemin. Pourquoi à mi-chemin et pas plus proche de l'objectif? Il faut bien comprendre que c'est tout un changement de culture qui était nécessaire dans ce réseau. Premièrement, avec des collègues qui ont été obligés pour certains de changer de métier et donc qui acquérir de nouvelles compétences. Des ateliers canopés qui ont été profondément transformés, donc des investissements lourds. Nous avons transformé la totalité des anciens CDDP en ateliers canopés, des tiers-lieux, des espaces, des Learning Training Centers, puisque c'était le concept de référence. Et donc, de bibliothèques, médiathèques, nous avons fait des lieux d'accueil, d'échange entre pairs, des lieux de formation, des lieux de médiation, qui bien sûr embarquent tous les outils numériques nécessaires à ce travail et à cette réflexion, mais qui ne sont pas que des lieux numériques, qui sont aussi des lieux d'échange, de réflexion sur l'innovation pédagogique. J'écoutais tout à l'heure une conférence sur le lancement d'Archiclass de la DNE, et le travail de co-design avec les enseignants, avec l'ensemble des parties prenantes sur comment on pense la forme scolaire aujourd'hui. C'est un travail que nous avions déjà entamé, non pas sur le modèle sur la classe, mais sur les espaces justement offerts de médiation, offerts aux enseignants. Et ça, évidemment, tout ce travail a nécessité des investissements financiers considérables. Il a nécessité aussi de repenser complètement notre modèle économique, c'est-à-dire la façon dont nous articulions à la fois la réponse aux besoins des enseignants sous l'angle de la mission de service public. Quand un ministre lance une réforme, quand des nouveaux programmes sortent, nous accompagnons bien évidemment ces réformes, nous accompagnons ces nouvelles orientations ministérielles, nous sommes dans les directions territoriales au service de la politique rectorale, même si nous ne sommes plus liés comme par le passé de la même façon au rectorat. Nous avons une convention qui nous lie à chaque rectorat. Le réseau est mobilisé au service de la mise en œuvre de ces politiques, et donc là c'est notre mission de service public. Nous avons une subvention pour charge de service public qui vise à répondre à cet objectif, mais nous avons également, pour permettre le déploiement des projets de réseau, pour permettre cette activité permanente et cette recherche permanente de construction de l'offre, d'innovation, de production de nouvelles ressources, besoin de recettes propres. Et donc ces recettes propres, nous allons les chercher en développant de nouveaux marchés, en ayant une offre cette fois-ci qui est beaucoup plus individualisée et qui vise à répondre à des demandes d'enseignants qui veulent simplement, d'un point de vue personnel, approfondir des compétences, acquérir de nouvelles compétences, des collectivités qui souhaitent aussi profiter de nos compétences sur un certain nombre de sujets. Et là, pour le coup, nous sommes sur une offre marchande, et donc nous allons chercher ces recettes propres. Bon, et c'est sur ce schéma-là que nous sommes en période de transformation, mais une transformation que moi je qualifie de très positive, encourageante. Nous ne sommes pas au bout du chemin, mais toute ma stratégie est de permettre à l'opérateur, en travaillant sur ce modèle économique, c'est-à-dire travaillant à la fois sur la partie des dépenses et sur la partie recettes, d'arriver à un objectif que je fixe aujourd'hui à 2020-2021, un retour à l'équilibre financier de l'opérateur,
et donc à la construction d'un modèle qui soit robuste, un modèle qui soit pérenne et qui soit au service des politiques nationales et surtout au service de la transformation du système éducatif. Cela passe bien évidemment dans la préparation du prochain contrat d'objectifs, je suppose, par une prise en compte des ressources humaines riches de Canopé. Vous avez parlé de, aujourd'hui je crois c'est 1450, quelque chose comme 1500 personnes, collaborateurs. Notre plafond d'emploi est à 1428 ETPT, voilà, équivalent temps plein, ce qui nous fait à peu près sur l'ensemble du réseau en moyenne 1600 collaborateurs. La transformation, concrètement, c'est quand même traduite par une diminution très forte, de l'ordre de 250 ETPT sur l'ensemble des 3 ans qui ont de cette 3 années précédentes. La réalité aujourd'hui, c'est que nous avons 89 métiers différents. Si je compare à d'autres entités, organisations du ministère de l'Éducation, il y a peu d'organisations, que ce soit des services, que ce soit des établissements publics, qui ont une telle richesse, une telle diversité. Au-delà de ces qualifications, il y a la caractéristique, ce que j'ai trouvé en arrivant, c'est une énergie et une adhésion massive. Elle n'est pas intégrale, évidemment. On ne peut jamais avoir 1600 personnes qui sont totalement convaincues, mais une adhésion très majoritaire de l'ensemble des collaborateurs et une véritable envie de réussir cette transformation. Et c'est ça la force du réseau. Réseau Canopé, ça n'est pas un siège, Chasseneuil, 380 personnes, 400 personnes, qui pilotent les 1200 qui restent et qui donnent des ordres, qui envoient des notes de service et qui, de façon totalement descendante. Non, c'est un vrai réseau. Et l'offre de services que nous construisons de façon permanente, l'adaptation permanente, elle vient tout autant d'initiatives de terrain que d'initiatives en provenance du siège à Chasseneuil. Et c'est ça la force du réseau. La force du réseau Canopé, c'est son maillage territorial. Nous avons 102 ateliers, un par département. Nous sommes en capacité de répondre au plus près des territoires. L'atelier n'est pas la seule réponse. Nous avons retravaillé tous nos outils numériques, nous avons les sites, nous avons les plateformes que nous construisons bien évidemment, mais nous avons aussi des actions que nous qualifions de hors les murs, c'est-à-dire que nous allons à la rencontre des enseignants sur leur lieu de travail et nous pouvons travailler avec eux cette question de la transformation de la forme scolaire, cette question de l'acquisition de compétences. Nous avons par exemple dans les produits phares en offre de service quelque chose autour de la classe inversée, avec une pratique pédagogique particulièrement en vogue actuellement et particulièrement intéressante pour travailler cette question de la transformation de la forme scolaire. Eh bien, nous sommes en capacité d'aller dans les établissements à la demande de chefs d'établissement. J'ai mis en contact une directrice territoriale avec une chef d'établissement qui était présente aux Rencontres de l'Orme aujourd'hui, qui était de la région de Strasbourg et qui disait « mais moi je suis très intéressé par votre approche et comment est-ce que vous pourriez nous aider dans mon établissement, m'aider moi, chef d'établissement, dans mon établissement pour aider à faire réfléchir mes équipes, à travailler avec elles sur cette transformation. » Voilà, on va lui faire une offre de service, on va aller dans son établissement, nos médiateurs, qui ne sont pas des formateurs, qui sont plutôt des médiateurs, donc des passeurs. Ne sont pas des spécialistes de discipline, mais sont des gens qui peuvent aider à co-construire, à réfléchir et qui aident les équipes à réfléchir par elles-mêmes à ces questions pédagogiques essentielles pour la réussite des élèves. Et donc ces médiateurs, qui sont répartis dans tous les ateliers de France métropolitaine et ultramarine, eh bien peuvent aller dans les établissements pour aider les équipes à réfléchir à ces questions pédagogiques. Je vous remercie beaucoup, Jean-Marie Panazin. Merci à vous et à bientôt.